Euh, Cette conférence va aussi être relayée sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc, si vous voulez la partager a posteriori avec des gens que vous pensez qui pourraient en bénéficier, n'hésitez pas à le noter et puis vous allez voir passer sur nos réseaux sociaux le lien pour pouvoir accéder au replay. Donc, aujourd'hui, on discute avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Audrey, bonjour à tous. On va discuter du nouveau formulaire provincial qui est sorti il y a peu et qui fait parler beaucoup de monde et couler beaucoup d'encre. Donc on est bien content de pouvoir faire le point avec toi aujourd'hui. Donc je te laisse la parole. Eh bien, écoute, merci beaucoup Audrey. C'est vrai qu'on s'est dit que c'était utile de faire un petit point sur ce nouveau formulaire dont le nom est un petit peu imprononçable hein, parce que TP 1079-8, je ne suis pas sûre que je le dirai en entier à chaque fois, mais voilà, je parlerai sûrement du formulaire des biens étrangers. Mais voilà, c'est la même chose, hein, on parlera toujours du même formulaire au cours de la conférence. L'idée, c'est de voir un petit peu à qui il s'applique, comment le compléter, pour quand et puis aussi les pénalités qui peuvent être applicables si vous ne le faites pas. Voilà. Alors, rapidement, de quoi on va parler aujourd'hui? Vous allez voir que la conférence va être assez courte par rapport à d'autres qu'on fait parfois, parce que bon, on va vraiment parler que de ce formulaire, mais donc on va introduire rapidement le formulaire, pourquoi il a été mis en place, etc. On regardera ensuite qui est concerné, qui doit le produire. Quels sont les biens que vous devez venir lister sur le formulaire? Quand est-ce qu'il faut le déclarer? Donc, quand est-ce qu'il faut déposer le formulaire? Et puis ensuite, à la fin, on abordera les pénalités et puis les implications que ça peut avoir aussi sur votre situation, selon que vous avez bien déclaré ces biens au niveau fédéral les années auparavant. Alors, pour ce qui est du formulaire, donc très rapidement, mais le formulaire, son nom complet, c'est Déclaration relative à la détention de biens étrangers. Et donc, son nom, ben, vous savez, avec les petits numéros, c'est TP 1079.8. Donc, s'il a été introduit par le ministre des Finances du Québec en 2025, dans le but. Donc ça, j'ai repris les termes vraiment qui sont notés par le ministre des Finances. Donc le but, c'est d'harmoniser la surveillance provinciale avec le régime fédéral pour ben, lutter contre l'évasion fiscale forcément et améliorer le contrôle du revenu étranger non déclaré et obtenir de l'information structurée ben, sur la nature, la valeur et le pays de localisation des biens étrangers pour mieux cibler les vérifications en matière de revenus étrangers. Finalement, ce qu'on vient de dire là, c'est qu'avec ce nouveau formulaire, le Québec vient s'aligner sur le fédéral. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le formulaire T1135 au fédéral. Eh bien, le nouveau formulaire au Québec est la copie conforme de ce que l'on trouve au fédéral. C'est exactement la même chose et avec ce nouveau formulaire, le Québec vient vraiment s'harmoniser sur ce qu'il existe au fédéral et aura le même niveau d'information. Vous savez qu'au Québec, on a deux administrations fiscales distinctes, l'Agence du revenu du Canada pour l'impôt fédéral et Revenu Québec pour l'impôt provincial. Et les informations qu'a l'ARC, Revenu Québec ne les avait qu'avec un temps de retard ou devait aller les solliciter auprès de l'ARC. Là, avec ce nouveau formulaire, ça permettra à Revenu Québec d'avoir directement les informations et de mener ses propres contrôles pour le coup en cas de besoin sur le revenu étranger. On peut donc penser qu'il y aura aussi peut-être un renforcement du contrôle au niveau provincial pour le coup, puisque avec ce formulaire, Revenu Québec va en savoir un peu plus sur les biens que vous détenez à l'étranger. Voilà, vous voyez juste en dessous, j'ai mis harmonisation avec le formulaire C'est T1135, beaucoup. c'est bien le cas. Et comme pour le formulaire fédéral, ce nouveau formulaire provincial ne génère pas d'impôt en tant que tel. Ce qui va générer de l'impôt, c'est si vous avez des revenus des biens qui sont à l'étranger, mais le seul fait de produire le formulaire ne vous générera pas une imposition en plus. Alors, s'agissant de savoir qui est concerné et qui doit déposer le formulaire. Donc, c'est toutes les personnes qui résident fiscalement au Québec qui doivent déposer ce formulaire. Donc, personnes physiques, personnes morales, fiducie, société de personnes, tout le monde. Nous, ici, on se concentre sur les personnes physiques parce que c'est ce qui nous intéresse dans nos webinaires avec Audrey. Mais voilà, sachez aussi que des sociétés, par exemple, peuvent être concernées. Il faut être résident fiscal au Québec. On a fait plusieurs webinaires déjà en expliquant ce qu'était la résidence fiscale.
Pour vous le rappeler très rapidement, vous êtes résident fiscal au Canada et donc au Québec si vous avez des liens de résidence importants avec cette province. Donc, c'est-à-dire notamment que vous y habitez avec vos conjoints, votre conjoint et vos enfants, que vos enfants sont scolarisés au Québec. Vous pouvez avoir un travail au Québec ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui sont résidents fiscaux au Québec et qui travaillent en Ontario, hein, ça peut arriver. Mais vous avez une maison au Québec, votre adresse est au Québec, vous avez un compte bancaire ici, etc. Tout ça Ouais. fait que vous êtes résident fiscal québécois. Et si je peux ajouter un petit point, donc tu Oui, parlais bien de sûr. l'Ontario, c'est aussi vrai que les États-Unis d'ailleurs, avec les gens qui Ouais, sont exactement. proches des États-Unis, mais qui sont concernés. Et la question qui revient souvent là-dessus, c'est oui, mais si j'ai pas habité plus que 6 mois ici, mais tu confirmes que ça, c'est pas une question de durée en fait, c'est vraiment une question de Oui, lien. exactement. Euh, Ouais, il y a vraiment deux sujets. En fait, si vous résidez plus de 6 mois, vous êtes forcément résident fiscal du Canada et du Québec. OK? Par contre, si vous résidez moins de 6 mois, vous pouvez aussi être résident fiscal. Donc, par exemple, si vous venez vous installer au Québec en septembre pour la rentrée des enfants et que vous établissez tous vos liens de résidence au Québec, eh ben, vous allez être résident fiscal québécois. Par contre, mm. ce qui compte pour la résidence fiscale sur les provinces du Canada, c'est où vous vous situez au 31 décembre. Donc, par exemple, si vous déménagez d'une province à une autre dans l'année, ce qu'on regarde et là où vous serez imposé, c'est là où vous vous situez au 31 décembre. OK? Donc, ça, c'est important quand même à bien conserver en tête. Si, par exemple, vous étiez en Ontario la première partie de l'année et au Québec la seconde partie, eh bien, vous serez imposé au Québec sur toute l'année. Voilà. Pour le Donc coup, techniquement, là, si je reprends ton exemple de quelqu'un qui, en ouais. 2025, a habité au Québec jusqu'en septembre, en septembre, il a déménagé en Ontario, et donc il est exempté de ce formulaire? Alors, attention, non, parce que Ok, dans ce cas-là, je pense à mon avis qu'on serait dans un cas un petit peu particulier. Il faudrait quand même vérifier. Potentiellement, il pourrait être exempté, mais moi, je vérifierai quand même. Normalement, là, c'est au 31 décembre de l'année qu'on regarde la province de résidence. Donc, on pourrait certainement considérer que comme il ne l'est pas à la fin de l'année au Québec, en effet, il n'aurait pas à produire le formulaire. Mais il faut quand même vérifier à chaque fois avec ouais, le comptable, hein. Le formulaire, il est nouveau, etc. Donc, on en parle quand même, on en glisse un petit mot au comptable en disant, attention, j'étais au Québec au début de l'année, est-ce qu'on vérifie pas ensemble si je dois faire le ouais, formulaire ou pas? ok, Voilà. A super, priori, je pense qu'en effet, il n'aurait pas à le produire, mais quand même à vérifier à chaque fois avec votre comptable selon ce qu'il en est. super. Et ensuite, ce qu'il faut bien sûr, c'est que le coût de vos biens étrangers dépasse le seuil de 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de l'année. OK? Donc, attention, le seuil de 100 000 dollars, et ça, on l'entend souvent cette question avec Audrey. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ah, mais est-ce que c'est un seul bien qui doit dépasser cette valeur ou pas? Non, le seuil, il s'apprécie sur tous les biens. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un bien immobilier avec votre famille, et que votre part vaut l'équivalent de 90 000 dollars et qu'en plus vous avez 15 000 dollars sur un compte bancaire étranger, ok, ben dans ce cas-là, vous devez produire le formulaire T1135 et venir T1135. Pardon, vous voyez, je fais Aussi, mais aussi, c'est aussi vrai. le T1135, mais le nouveau formulaire pour le coup provincial, le 1079. Donc il Ouais. faut le produire et venir lister tous vos biens étrangers. Voilà. On a quand même quelques exceptions où c'est pas nécessaire de le produire. C'est le cas notamment quand c'est la première année de résidence fiscale, pour le coup, au Québec. Dans ce cas-là, vous n'auriez pas besoin de produire le formulaire. Il faut pas l'oublier l'année d'après, par contre. Voilà, il faut juste pas l'oublier l'année d'après. Ça, c'est important. Mais voilà, pour le coup, la première année, vous avez une exemption. C'est la même chose pour le coup au fédéral. Et d'ailleurs, je l'ai noté, mais pour les personnes qui seront déjà concernées par le formulaire au fédéral, par le T1135, dites-vous que vous allez déjà forcément être concerné par le 1079 si vous habitez au Québec. Ok, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et surtout, c'est une copie conforme. C'est-à-dire que, très honnêtement, le formulaire 1079 reprend ce qu'il y a dans le T1135. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour vous, si ce n'est que vous avez une obligation fiscale qui devient double parce que vous l'avez à la fois vis-à-vis de la RC et de Revenu Québec. Voilà. Cool. Maintenant, on va parler des biens à déclarer. Alors, les biens à déclarer, déjà, c'est des biens étrangers. Ça, je pense que vous l'avez compris. De toute manière, dans le nom du formulaire, c'est noté. Donc, tout ce qui est bien situé au Canada ou canadien, donc, n'est pas concerné.
Dans les biens étrangers, c'est vraiment tous les biens. Donc, c'est les comptes bancaires, les comptes d'épargne, ça peut être les parts d'une société étrangère, les biens immobiliers étrangers, effectivement, qu'ils soient en pleine propriété ou en nue propriété ou en usufruit, parce que parfois on a cette question, mais Mm. tous les biens étrangers doivent être déclarés. Les assurances vie étrangères, aussi après on a des choses un peu particulières, type les métaux précieux, etc. Si vous avez des certificats d'or, ça doit être déclaré. Tout ce qui est cryptoactif aussi, je ne l'ai pas réécrit ici, mais tout ça, ça doit aussi être déclaré sur le formulaire. Donc, c'est quand même très large. Vous avez aussi les dettes dues par un non-résident. Donc ça, c'est par exemple si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un de votre famille et qu'il y a une reconnaissance de dette écrite, et ben c'est pareil, ça doit être indiqué dans le formulaire 1079. OK? Là, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et ben voilà, je vous ai mis le seuil de 100 000, c'est vraiment un seuil global, ce n'est pas par bien. Donc c'est dès que vous allez franchir le seuil pour tous vos biens que vous allez devoir déposer le formulaire. Attention, le seuil s'apprécie par personne et non pas par couple. Donc dans un couple, c'est chacun son formulaire ou pas. Mais il est d'ailleurs possible, et moi j'ai le cas chez des clients, hein, que l'un des conjoints produise le formulaire et l'autre non. OK? Pour apprécier, vous savez, les valorisations, parce que parfois on a un bien immobilier en commun, par exemple, ou on a un compte bancaire en commun avec son conjoint. Dans ce cas-là, si par exemple vous avez un bien immobilier qui vaut l'équivalent de 500 000 dollars, imaginons qu'il soit situé en France, et ben vous avez chacun 250 000 dollars de la valeur du bien. Donc là, vous devrez tous les deux produire le formulaire à la fois au fédéral et au provincial. Voilà. Mm. Et je crois, Audrey, aussi qu'on discutait tout à l'heure et que tu me disais qu'il y avait souvent des questions aussi des clients sur comment ça se passe quand j'ai le bien en indivision avec des frères et sœurs en France. C'est ça, bah, je trouvais que tu l'avais bien couvert, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le rappeler, que quand on est propriétaire, en fait, finalement, on réside ici, mais on est propriétaire d'un immeuble, par exemple, ou d'un logement à l'étranger, en association avec nos frères et sœurs ou des parents qui, eux, résident en France. Donc, tu me confirmais que là, on considère uniquement sa part, comme tu viens de dire, finalement, dans le couple, juste la Ouais, part de la exactement. personne qui est ici et qui va C'est déclarer, et ça. non pas la valeur de la propriété en tant que telle. Oui, c'est exactement ça. On considère jamais la valeur totale de la propriété, ben, sauf à ce que vous ayez la totalité du bien forcément. Mais si vous avez qu'une partie du bien, en effet, il faut déclarer que votre partie à vous, toujours en dollars canadiens, hein, tout le formulaire se fait en dollars canadiens. Mais voilà, c'est seulement sur votre part à vous pour le coup. Et je pense qu'effectivement, ça vaut la peine de faire attention. On parlait des nues propriétés, etc. tout à l'heure. C'est vraiment le genre de choses Oui, sur lesquelles il faut faire attention parce que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas concerné alors que finalement, on c'est l'est. ça. Mm. Ouais, ouais, il faut faire très attention à ça. Moi, je pose souvent la question aux clients. Je dis toujours, ah, est-ce que vous avez des biens immobiliers à l'étranger? On me dit souvent non. Et puis ensuite, je dis, ah, est-ce que vous avez la nue propriété d'un bien? Et là, on me dit oui. Et donc, en Mm. fait, faites attention si vos parents vous ont fait des donations, etc., pour préparer leur succession. Faites attention à ça parce que vous avez certainement des nues propriétés de biens qui traînent par là. Et le fait que vous ne perceviez pas de revenus du bien ne vous exempte pas de l'inscrire sur le formulaire et de la production du formulaire. OK? Donc, Exact. Et là, tu imaginons. vois. Oh, Ouais. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, 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 dis-moi, dis-moi. Il y avait une question Non, ben, sur c'est ça parce que peut-être? les questions qui sont en train de rentrer en ce moment Ah, sont exactement sur ça. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui disent, mais là, je comprends pas parce que dans le site de l'ARC, ça dit que, alors là, il y a quelqu'un qui m'a fait un copier-coller, un bien à usage personnel uniquement de vacances, jamais oui, de location, sort de la déclaration. Et les biens étrangers déterminés ne comprennent pas les biens à usage personnel. Les biens à usage personnel sont définis comme des biens détenus par le contribuable et utilisés par oui, ce dernier pour des personnes apparentées à des fins d'agrément personnel, etc., etc. Et donc dans ce cadre-là, donc les personnes se posent toute la question de se dire, mais donc, on devrait être exempté, c'est en ça. fait, finalement, de ça. Mais je pense Ouais. qu'il y a une Alors, confusion là. Ouais. ouais, il faut faire très attention avec l'exemption pour les biens personnels. En effet, elle existe. OK, cette exemption, elle existe au niveau fédéral et elle existe au niveau provincial. Quand vous avez un bien à usage strictement personnel, vous n'êtes pas obligé de le mentionner sur le formulaire T1135. Le bien à usage strictement personnel concerne un bien immobilier que vous auriez et que vous ne louez jamais. OK? Le seul fait d'avoir la nue propriété d'un bien ne veut pas dire qu'il est à usage personnel.
Moi, j'ai des clients qui ont des nues propriétés de biens de leurs parents qui sont en location. Là, ce n'est pas du bien personnel. Le bien personnel, attention, c'est une exemption qui est très stricte. Moi, je vous l'avoue que je l'applique très rarement, puisque souvent, quand vous avez un bien immobilier, vous avez d'autres biens qui vous font de toute manière franchir le seuil de 100 000 dollars. Et moi, pour être complète, je déclare tous les biens, même si c'est des biens à usage personnel. Pourquoi? Parce qu'il suffit que une année, vous décidiez de louer le bien à ne serait-ce qu'un ami à vous pendant une semaine, ou vous le mettez sur Airbnb pendant 2 semaines. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus en bien à usage personnel et vous ne l'avez pas déclaré, et donc votre formulaire se retrouve faux. OK? Surtout qu'il faut bien rappeler que mentionner ce bien-là sur le formulaire, que ce soit le T1135 ou le 1079, ne change rien pour votre imposition. Puisque de toute Ah. manière, en cas de vente du bien ou en cas d'implication de l'impôt de départ, peu importe que le bien soit personnel ou non, vous serez soumis à taxation dessus au Canada. Ok. Donc, vous pouvez en effet appliquer l'exception pour les biens à usage personnel, mais il faut être vraiment très prudent sur le sujet. C'est vraiment uniquement des biens de résidence secondaire notamment que vous ne louez jamais, jamais, jamais. Et quand je dis jamais, c'est même pas une semaine, 10 jours, etc. Là, ça commence à devenir déjà trop et l'ARC peut remettre ça en cause. Voilà. Alors, il y a une personne qui pose une question supplémentaire qui dit que sur le site de l'ARC, il qualifie en fait de bien strictement personnel, enfin, pour une propriété qui serait louée moins de 50% du temps. Alors, la phrase exacte, c'est l'ARC est Oui, d'avis que principalement signifie plus de 50% du temps. Donc, la personne se pose la question, si je ne le loue que 1 à 2 semaines, finalement, je suis bien inférieur à 50%. Techniquement, vous qu'est-ce qui se pouvez passe? prendre. Ouais, alors ça c'est une orientation de l'ARC qu'ils ont mis en effet sur leur site. Moi j'ai vu des cas pour le coup où ça a été requalifié alors qu'il y avait moins de 50% de revenus de location. Parce que déjà vous risquez, si vous le mettez en location moins de 50% du temps, n'oubliez pas déjà que ces revenus de location-là, vous devez les déclarer dans le formulaire. Donc déjà, on risque de vous poser des questions et de vous dire, bon, ben, ok, vous avez des revenus de location dans votre déclaration canadienne, puisque bien qu'ils soient en France, vous allez devoir les déclarer, mais ils ne sont pas dans le formulaire. Pourquoi? Ok? Et donc là, il va falloir commencer à justifier, expliquer que vous ne louez pas le bien de manière continue, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir falloir justifier des durées, etc. Donc moi, pour le coup, je vous avoue que en pratique, je n'applique quasiment jamais cette exception. Les seuls cas où je l'applique, c'est les cas où le bien n'a jamais, jamais été loué. Puisque dès qu'il y a location, ça demande quand même des requalifications, il peut y en avoir, et beaucoup de discussions avec l'ARC. Et est-ce que ça donne lieu à des pénalités dans les cas de requalification Alors quand on oui, bah, c'est en surtout que valeur moi, pour le coup, oui, il peut y avoir des pénalités, puisque du moment que votre formulaire est mal fait, pour le coup, il peut y avoir des pénalités. Ok, Et super. oui, en effet, moi, je préfère ne pas prendre de risques. Pour le coup, c'est ça. Après, vous pouvez toujours, vous savez, ben, prendre, vous, votre risque et voir ce qu'il en est ou autre. Mais moi, je trouve que quand il y a location, le mieux, c'est quand même de ne pas prendre le risque. Puisque comme ça, si un jour il y a discussion, on ne pourra jamais vous reprocher en fait de l'avoir inscrit alors qu'il fallait pas. Alors que dans le sens inverse, on peut toujours vous l'avoir reproché. Et si les normes bougent, ne serait-ce que, vous savez, de quelques pourcents et que vous en êtes pas rendu compte, etc., et ben après, on peut venir vous le reprocher. Donc, ça peut vous créer du risque un peu inutilement. Hmm, cool. Merci. Ok, bon, bah, si c'est tout clair pour ça, je vois qu'il y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on a été assez clair sur le sujet. On va pouvoir passer donc à la slide suivante, qui est quand est-ce que nous devons déclarer. Alors, hop. Donc, les premières déclarations doivent être faites pour ce nouveau formulaire 1079 pour les exercices se terminant le 31 décembre. OK? Donc, pour les particuliers, ça veut dire que c'est pour la déclaration de 2025 et donc il va falloir produire le formulaire avant le 30 avril 2026. La production du formulaire a lieu en même temps que sur votre déclaration de revenus classique. OK? Donc ça, c'est assez facile pour vous rappeler du délai. Et surtout pour la déclaration provinciale, le formulaire 1079 est envoyé au même service que votre déclaration classique. Je ne sais pas si vous le savez, mais au fédéral, par exemple, il y a deux services distincts. Il y a le service qui s'occupe de votre déclaration et le service qui s'occupe de votre formulaire T1135. Au Québec, c'est tout le même service. Donc, ça facilite encore les choses. Là, il faut produire le formulaire pour la première fois, donc avant le 30 avril 2026,
attention, il va bien falloir le reproduire tous les ans. Dès lors que vous remplissez les conditions et que vous franchissez le seuil, il faudra tous les ans produire votre formulaire à nouveau. Voilà. Et aussi, petite chose que j'ajoute, et ça c'est important, le fait de produire au Québec ne vous exempte pas de la production au fédéral et inversement. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, si vous êtes concerné, vous avez vraiment la double obligation et il est bien important de respecter l'obligation à la fois au Québec et à la fois au niveau de l'ARC. Ensuite, le dernier point, mais pas des moindres, on va parler des pénalités applicables. Pourquoi? Parce que qui dit nouveau formulaire dit forcément potentiellement des pénalités. Les pénalités applicables en cas de non-production ou d'erreur, c'est à minima 2 500 $ par an en cas de non-production. Pourquoi je dis à minima? Parce que vous verrez des pénalités qui peuvent être plus hautes, qui peuvent aller jusqu'à 12 500 $. Ça, c'est quand il y a des cas de fraude, etc. Honnêtement, en pratique, moi, ce que je vois surtout appliquer, c'est la pénalité de 2 500 $. La pénalité pour fraude, il faut vraiment que vous ayez fait quelque chose d'extrêmement grave, entre guillemets, pour que l'ARC vienne prouver qu'il y a fraude et là, vous applique une pénalité en conséquence. Voilà. La pénalité, c'est 2 500 $ donc par an et par personne. C'est-à-dire que dans un couple, si vous deviez produire tous les deux le formulaire et que vous ne l'avez pas fait, ce sera 2 500 $ chacun de pénalité. Là, on a vraiment un alignement avec le fédéral sur les pénalités. Donc, c'est-à-dire que les pénalités qui étaient prévues au fédéral ont été reprises au niveau provincial. Et donc, ça veut dire qu'en cas de non-production, vous avez un risque de pénalité aujourd'hui qui est double. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais déposé de formulaire T1135, alors qu'il le fallait, pour les années d'avant, vous aviez seulement les pénalités fédérales. Aujourd'hui, vous avez les pénalités fédérales et les pénalités provinciales. Donc, c'est-à-dire que pour un couple, si vous n'avez produit ni l'un ni l'autre de formulaire, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 $ de pénalité par an. Voilà, donc si, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Audrey avant de lancer le webinaire, c'est que si vous n'avez jamais produit de formulaire T1135 jusqu'à présent alors qu'il le fallait, c'est vraiment temps de penser peut-être à régulariser la situation parce qu'à partir de cette année, les pénalités que vous allez avoir sont des pénalités qui seront doubles, c'est-à-dire que tous les ans, vous doublez votre risque par rapport aux années précédentes. Donc vraiment, faites attention sur ce sujet-là. Écoutez, peut-être je vois qu'il y a de nouveaux Ouais, chats, peut-être qu'il y a des c'est ça. questions Fait parce que que là, si voilà. tu voulais te mettre sur la dernière slide où on Ouais, a tes coordonnées, tout exactement. ça, et comme ça, je te donne les questions. Ok, alors, il y en a plusieurs. Première question, que fait-on avec les imprimés fiscaux uniques reçus des banques françaises pour les déclarations au Québec et au Canada? Alors, normalement sur vos IFU, vous avez, si vous avez un IFU, c'est que vous avez des revenus qui sont associés. Ok? Les revenus qui proviennent des IFU sont des revenus étrangers qui sont imposables au Canada. Ok? Donc déjà, en dehors du formulaire T1135 et 1079, vous devez forcément, pour le coup, produire les déclarations et intégrer ces revenus dans votre déclaration, pour le coup canadienne, provinciale et fédérale. Ensuite, si jamais vos avoirs à l'étranger, donc tout ce qui est compte bancaire et compte de placement, parce que si vous avez des IFU, il y a forcément des placements, dépassent les 100 000 $, vous devez en plus produire le formulaire T1135 et le 1079. Voilà. Ok, parfait. Question suivante. J'ai eu mon rendez-vous avec mon comptable la semaine dernière. Il ne m'a pas parlé du formulaire, mais le taux 1135 a bien été complété. Devrais-je vérifier avec lui et est-ce qu'on peut l'envoyer si la déclaration a déjà été soumise? Alors oui, vous pouvez vérifier avec lui très rapidement pour le coup. Normalement déjà, vous pouvez encore le soumettre si ça n'a pas été fait puisque vous avez jusqu'au 30 avril, ok. Je pense que s'il vous a fait le T1135, il risque aussi de vous avoir fait le nouveau formulaire. Je vous explique pourquoi. Moi, je fais des déclarations et je vois comment ça se passe. Les logiciels sont en principe plutôt bien faits, donc quand vous complétez le T1135, ça vous complète automatiquement le 1079. Donc pour le coup, peut-être qu'il ne l'a pas évoqué avec vous, mais il est fort probable qu'il l'ait fait. Moi, je vous conseillerais de vérifier rapidement. Mais voilà, pour le coup, si ça n'a pas été fait, vous pouvez de toute manière encore le soumettre. Mais à mon avis, il a dû le faire. Ok, super. Question suivante. J'ai appris au décès de ma mère en 2021 qu'il y avait une convention France-Canada. Combien d'années en arrière l'ARC peut-il retourner? Alors, ça, il y a deux choses. Combien d'années en arrière l'ARC peut retourner? 10 ans.
L'autre question qui se pose, c'est si vous retournez en arrière, parce que l'ARC peut, elle, retourner en arrière sur 10 ans pour vous redresser, mais vous pouvez aussi demander une modification de vos déclarations à l'ARC en votre faveur, ok? Pour, je sais pas moi, par exemple, vous parlez de la convention, donc si c'est que vous n'avez pas demandé des crédits d'impôt ou autre, et que vous souhaitez récupérer, entre guillemets, de l'argent auprès du Canada, dans ce cas-là, vous avez 3 ans. Vous pouvez remonter jusqu'à 3 ans en arrière pour réclamer des choses en votre faveur à l'ARC. Ok, Voilà. bon, De toute manière, parfait. on fera peut-être, je peux me permettre d'ajouter, Chris, Vas-y, on vas-y. fera aussi certainement cette année avec Audrey, on ne sait pas encore quand dans l'année, mais on risque de faire un webinaire justement sur l'application de la convention fiscale Ouais, France-Canada avec toutes les choses un petit peu à savoir. En principe, on fait vraiment des webinaires tournés sur le prisme de la fiscalité canadienne, mais là, on fera aussi une sur la convention France-Canada et puis on verra les choses un peu de ce prisme-là aussi, ça sera intéressant, je pense. ouais, c'est une bonne remarque. Merci. Question suivante. Quid du PERCO? Certains comptables visiblement disent que le PERCO est exempté. Est-ce que selon toi, c'est le cas? Moi, je l'inclus pour le coup dans les formulaires T1135. Je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, de la même manière qu'il y a plusieurs écoles sur les taxations du PERCO, etc. Moi, je les inclus dans le formulaire T1135. Pourquoi? Parce que toujours qui peut le plus, peut le moins. Pour le coup, si je préfère qu'il soit dans le formulaire et qu'on fasse le formulaire pour rien, plutôt qu'un jour on vienne nous reprocher qu'on n'a pas fait le formulaire, pour le coup. Et comme il y Hmm, a une zone grise là-dessus, quand il y a une zone grise et qu'elle ne génère pas d'imposition de toute manière, je préfère ne pas prendre de risque pour le contribuable. ok. Qu'en est-il des droits à action d'entreprise étrangère? Alors ça dépend ce qu'on entend par droit à action d'entreprise étrangère. Est-ce qu'on parle d'action gratuite? Est-ce qu'on parle de RSU ou est-ce qu'on parle vraiment d'action d'entreprise? Si on parle d'action d'entreprise en tant que telle, ça, dans ce cas-là, c'est inscrit dans le formulaire 1079 ou T1135, sauf bien sûr à ce que, vous savez, il y ait un formulaire T1134 à faire, c'est-à-dire si vous détenez plus de 10% de la société étrangère, ok? Si ce sont seulement des droits à action, donc ça dépend ce que vous avez comme droit à action. Si c'est des actions gratuites que vous êtes encore en période de vesting, les actions ne sont pas encore définitivement acquises, elles sont encore en cours d'acquisition. Dans ce cas-là, elles ne sont pas encore dans le formulaire. Si par contre ce sont des obligations ou des bons de souscription d'actions, ça devrait être à mon sens dans le formulaire T1135 et 1079. Donc vraiment, tout dépend de la nature des droits d'action d'entreprise étrangère que vous avez. Si ce sont nos actions classiques, la réponse est oui, sauf à faire un formulaire T1134 si vous avez plus de 10% de la société. Et sinon, pour les autres droits, il faut voir au cas par cas. Ok, ok, parfait. Je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les imprimés fiscaux uniques. Tu as parlé du fait que quand il y avait des revenus, donc il y avait forcément des placements, et donc si les placements dépassent le 100 000, bah, il faut qu'on remplisse le formulaire. Donc la personne Oui. là posait la question, est-ce que vous avez dit si les revenus dépassent 100 000? Moi, ce que j'ai Non, compris, c'est pardon. si les placements Oui, dépassent c'est 100 si 000. les placements Ça, dépassent 100 000. C'est en ok, fait le seuil de 100 000 $, vous savez, du formulaire. Donc, c'est-à-dire que ben, si vous avez un placement qui est, je sais pas, moi, à 50 000 et un autre à 70 000, ben, il faut compléter le formulaire. Voilà. c'est ça. Sachant que ça ne comprend pas que les placements. Donc, si vous avez 10 000 sur un, vous savez, compte bancaire classique, il faut aussi le déclarer et c'est pris en compte dans le calcul du seuil. Super, parfait. Dernière question, puis moi j'ai mon avis là-dessus, mais je vais te laisser répondre. Est-ce que Turbo Impôt est facile à utiliser? Alors, je n'en ai absolument aucune idée puisque je dois avouer que je ne l'ai jamais utilisé. Ce n'est pas mon logiciel d'impôt, donc je n'en sais rien du tout. Ouais. Ben, moi, mon avis là-dessus, c'est que de toutes les façons, quand on rentre dans ce type de discussion, mon avis, c'est de pas passer par des logiciels en fait pour faire ses impôts soi-même et de passer par des personnes comme Amandine qui connaît justement toutes ces subtilités. Si vous êtes présent sur ce webinaire-là, c'est que vous êtes concerné d'une façon ou d'une autre. Fait à partir de ce moment-là, il y a tellement de sujets à interprétation et de choses à savoir. Personnellement, moi, j'ai tendance à recommander de passer par un cabinet spécialisé là. Mais ça, c'est mon avis. Ouais, surtout que, comme le dit Audrey, eh ben, je pense que là, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec les biens personnels, le PERCO, etc. Sur Les les biens questions qui ont été étrangers, c'est pas soulevées. là que l'administration fiscale canadienne, que ce soit au Québec ou à la RC, est la plus claire. Ok, c'est pas des sujets qui sont uniquement canadiens ou québécois.
Il y a beaucoup plus de questions qui se posent et on a beaucoup moins de réponses des administrations fiscales. Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment en France, qui n'existent pas au Canada, etc. Donc, il faut vraiment essayer d'être accompagné au moins pour bien qualifier les choses et éviter d'entendre tout et son contraire. Parfois, on peut vraiment entendre beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les groupes Facebook ou ce genre de choses, tout le monde y va de son information, etc. Essayez surtout de vous faire accompagner par un professionnel qui Par un connaît professionnel. vraiment ce qui se Mm. passe à l'étranger et qui peut vous accompagner au mieux. Vous voyez, on n'est pas toujours tous d'accord sur les positions. Moi, je vous disais tout à l'heure, ben, pour les biens personnels, moi, par exemple, je préfère ne pas prendre de risques et déclarer. Il y a plein de choses comme ça où il y a des arbitrages à faire, mais l'important, c'est surtout que vous ayez un professionnel qui sache vous dire, ben, le risque, éventuellement, il est là, il existe telle position, voilà ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Voilà, Mm. donc pour le coup, c'est bien d'être informé. Mm. Et votre cabinet, Amandine, tu me confirmes, hein, vous traitez les dossiers à distance parce que là, il y a une Oui, personne qui dit oui, oui, mais j'ai pas de cabinet à Québec, mais oui. typiquement, vous, Ah vous oui, oui, pourriez pour le prendre coup, un dossier moi, là. je fais du distanciel puisque j'ai des clients en Ontario, en Colombie-Britannique, voilà. Donc oui, moi, je fais du distanciel et même pour les gens d'ailleurs qui sont à Montréal, au Québec, etc., je rencontre tout le monde au distanciel. Donc voilà, il y a pas de sujet là-dessus. Mm. Alors, Chris demande quel est votre taux horaire. Je ne sais pas si vous fonctionnez à l'heure ou au forfait, mais Non. peut-être Sur les ça va être. déclarations, ouais, sur les déclarations d'impôts classiques, je ne fonctionne pas à l'heure, je fonctionne au forfait. Donc ça dépend en fait de ce qu'il y a dans votre déclaration et je vous fais une proposition avec un forfait annuel en fonction. Le taux horaire, c'est que pour les missions particulières que je l'utilise. Fait que Chris, je vous invite à contacter Amandine pour qu'elle vous fasse une soumission, qu'elle vous dise combien ça va coûter pour votre cas personnel. Bon, parfait. Il a fait un pouce en l'air. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, c'était super agréable, comme d'habitude. On a eu aussi une Merci audience beaucoup, très Audrey. participative, c'était super cool. Oui, J'ai ouais, c'était apprécié super chouette. d'avoir des échanges très vivants, donc c'était très apprécié. Les gens nous remercient dans le chat, donc c'est parfait. Je rappelle que la conférence va être aussi disponible sur la chaîne YouTube, fait que n'hésitez pas. Et on a une conférence qui s'en vient au mois de mai pour corriger les erreurs de déclaration, justement. Et que là, il vous reste un mois pour faire ça correctement. Mais si toutefois il se passe quelque chose, ben, il y aura la conférence du mois de mai pour rectifier ça. Oui, totalement. On fera une petite conférence en mai pour expliquer comment on fait si on n'a pas bien régularisé, surtout sur les années d'avant, etc. Donc voilà, si jamais vous êtes concerné, on pourra en discuter à ce moment-là. C'est parfait. Merci Amandine. Bon Merci après-midi. beaucoup, Audrey. À Merci toi bientôt. aussi. À bientôt tout le Merci. monde. Bye. Au revoir.